L'Oréal, un nom qu'on connaît tous, qu'on voit partout. Des colorations pour cheveux aux soins de luxe, impossible d'y échapper. Mais est-ce qu'on s'est déjà demandé comment une petite entreprise, née dans la cuisine d'un chimiste au début du XXe siècle, a pu devenir ce géant qui, d'une certaine manière, définit la beauté pour des milliards de personnes? C'est une histoire assez incroyable, faite de science, d'ambition et, on le verra, de quelques controverses bien réelles. Voilà la question centrale. Comment une simple teinture pour cheveux a pu construire un empire mondial? Tout ne commence pas dans un grand bureau avec des stratégies marketing. Non, ça commence dans un petit appartement parisien avec une invention qui va tout changer. Alors ensemble, on va décortiquer comment cette petite étincelle est devenue ce feu qui dicte les tendances de la beauté dans le monde entier. Pour bien comprendre cette ascension fulgurante, on va suivre 4 grandes étapes. D'abord, l'idée de génie d'un chimiste. Ensuite, on verra comment L'Oréal est parti à la conquête du monde. Puis, comment le groupe a tout fait pour devenir le numéro 1 incontesté. Et enfin, on parlera du prix de ce succès, parce qu'il y en a un. Allez, on commence par le commencement. On est au tout début du XXe siècle et un jeune chimiste, Eugène Schuller, va poser la toute première pierre de l'Empire, avec une idée simple mais révolutionnaire. La beauté, ça doit être basé sur la science. Ce qui est fascinant, c'est vraiment l'origine du nom. Schuller ne vendait pas juste une couleur, il vendait avant tout de la sécurité, une solution inoffensive. Le nom L'Oréal, ça vient d'une coiffure très à la mode à l'époque, l'auréole. Ce nom deviendra L'Oréal. C'est un mélange parfait entre la mode et la science. On peut dire que tout l'ADN de la marque est déjà là dès le départ. Il y répondait à un vrai besoin des femmes qui voulaient être blondes sans risquer de s'abîmer les cheveux avec les produits de l'époque. Et le développement a été hyper rapide. On part d'un petit 2 pièces en 1909 et tout de suite, Schuller a compris qu'il ne fallait pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Il fallait se diversifier. D'abord, le savon Mon-Savon en 1928, pour toucher un public plus large, et puis la coup de génie Ambre Solaire en 1935, pile au moment de l'arrivée des congés payés. Il faut bien comprendre que L'Oréal n'a jamais vendu qu'un simple produit, mais toujours une réponse à une évolution de la société. Bon, après la mort du fondateur en 1957, L'Oréal change de dimension. C'est une nouvelle ère qui commence sous la direction de François Dalle. Et là, c'est le début d'une expansion mondiale, mais alors fulgurante, menée avec une vision stratégique absolument redoutable. Savoir saisir ce qui commence. Cette petite phrase de François Dalle, c'est vraiment la clé de tout. La philosophie change. Il ne s'agit plus seulement d'inventer, mais d'anticiper, de sentir les tendances, de comprendre les mouvements de la société, et surtout, d'oser. C'est vraiment cette mentalité de pionnier qui va transformer L'Oréal en un acteur international. La méthode Dalle, elle est très claire. On grandit en rachetant les autres. L'introduction en bourse donne de l'argent frais. Et là, en 1965, il frappe un double coup de maître. Il rachète Lancôme pour s'attaquer au marché du luxe et Garnier pour le grand public. L'Oréal est partout, sur tous les fronts. Et l'accord avec Nestlé en 1974, ça, c'est un coup politique génial pour se protéger d'une possible nationalisation. Bien joué. Et puis en 1971 arrive ce slogan. L'Oréal ne vend plus seulement un produit, il vend une idée. Parce que je le vaux bien. C'est juste révolutionnaire. C'est la première fois qu'une pub parle d'estime de soi, de valeurs personnelles. Elle s'adresse directement aux femmes qui sont en pleine émancipation et elle leur donne le pouvoir. On passe de « je le fais pour lui plaire » à « je le fais parce que je le vaux bien ». C'est un vrai tournant culturel. On passe maintenant à la troisième phase. Lindsay Owen-Jones arrive aux commandes en 1988 et l'objectif devient limpide, la domination mondiale. L'Oréal ne veut plus être un simple acteur majeur, il veut être le numéro 1. Point. Avec Lindsay Owen-Jones, qu'on surnommait « la main de fer », on entre dans une culture de la performance absolue. L'obsession est simple, la mondialisation. Il faut lancer les produits partout dans le monde, et vite. Le rythme devient infernal, l'exigence est à son maximum. Mais c'est cette pression qui a fait littéralement exploser la taille du groupe. Et le résultat? Eh bien, il est sans appel. Regardez ce graphique de 1986. L'Oréal n'est pas juste premier. Il met une distance énorme à ses rivaux, Avon et Shiseido. Avec 2,6 milliards de dollars de chiffre d'affaires, la première place mondiale, c'est fait. C'est la consécration. Pour être sûr de rester au sommet, la stratégie d'acquisition continue, mais de façon encore plus agressive. L'idée, c'est de prendre des pépites locales et d'en faire des marques mondiales. Maybelline, en 1996, c'est l'exemple parfait. Une marque américaine ultra connue qui va permettre à L'Oréal de dominer le maquillage grand public sur toute la planète. Le groupe achète partout, dans tous les segments, luxe, produits pro, pour ne laisser aucune miette à la concurrence. On arrive maintenant à notre époque, l'ère contemporaine. L'Oréal est un colosse, un géant incontesté. Mais cette puissance, elle a un prix. Au XXIe siècle, l'entreprise doit jongler entre l'innovation de pointe, une nouvelle responsabilité sociale et pas mal de controverses.
Aujourd'hui, L'Oréal a vraiment un double visage. D'un côté, c'est le pionnier de la beauty tech, de l'intelligence artificielle, c'est une entreprise qui communique énormément sur ses engagements pour l'environnement. Et de l'autre, il y a un passé qui refait surface et des condamnations bien réelles qui viennent un peu ternir cette belle image. Alors il faut regarder les faits, de manière neutre. Les sources documentent des choses assez sensibles. Il y a les liens du fondateur, Eugène Schuller, avec la Cagoule, un groupe d'extrême droite des années 30. C'est un point très sombre de l'histoire. Et plus récemment, le groupe a été condamné pour discrimination à l'embauche, pour s'être entendu sur les prix, ou a été critiqué pour certains ingrédients dans ses produits et pour son impact sur l'environnement. C'est un peu le revers de la médaille d'un tel empire. Et pourtant, malgré tout ça, la puissance économique reste juste colossale. Plus de 41 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2023. Ce n'est pas juste un chiffre, ça représente une influence énorme sur l'économie, sur la culture et sur notre perception de la beauté partout dans le monde. Donc pour résumer, l'histoire de L'Oréal, c'est l'histoire d'une transformation permanente, d'une petite idée chimique à un empire global. À chaque époque, le groupe a su saisir ce qui commence. Aujourd'hui, avec les défis éthiques et environnementaux, la grande question reste posée, comment ce géant va-t-il encore se réinventer ? Le prochain visage de la beauté y sera technologique, durable, inclusif ou un peu tout ça à la fois. Une chose est sûre, l'histoire est loin d'être terminée.